je n'ai pas sorti les gants de boxe. C'est un match des invités, dans un match bienveillant, avec l'idée de partager effectivement les expériences, les activités politiques de chacune de nos invités. Ce soir, on va démarrer avec Amel Couvreur, mais ensuite, Madame Rouvrand, vous poserez une question à Amel Couvreur, et puis nos sociétaires poseront également des questions à Amel Couvreur. Mais moi, je voudrais démarrer déjà, Madame la vice-présidente de la politique de la ville au département du Gard, je voudrais concrètement que vous puissiez nous expliquer, parce qu'on entend beaucoup de choses autour de la politique de la ville, il serait bien, une bonne fois pour toutes, d'expliquer comment la politique de la ville du département du Gard est capitale. Alors, la question de la politique de la ville est parfois très clivante. Certains disent ça sert à rien, d'autres disent il est impératif, et bien évidemment j'en fais partie, il est impératif de continuer à accompagner ces territoires dans lesquels la précarité des situations nécessite qu'on puisse accompagner sur des questions centrales. La politique de la ville sur notre département, c'est 7 contrats de ville, c'est plus d'un habitant sur 10 qui habite sur un quartier prioritaire, et c'est un budget que le département, depuis fort longtemps, bien avant la loi de 2014, a décidé de continuer à accompagner. Concrètement, c'est l'accompagnement des structures associatives sur des territoires que vous connaissez. On parle souvent de Pissevin, Val-de-Gour, sur Nîmes, Chemin-Bas-Mas-de-Meng, mais pas que. Catherine est à la Grand-Combe. On a bataillé pour que la Grand-Combe reste sur un territoire politique de la ville. Et c'est l'accompagnement de centaines de structures associatives qui, sur le terrain, évidemment, d'adhérents à ces associations, l'objectif étant de les accompagner pour qu'ils aient un peu plus de facilité de vie. L'idée, c'est d'améliorer le quotidien des gens. Et effectivement, que ce soit Denis Boite, que ce soit Françoise Laurent-Périgot, ils savent que cette question des quartiers prioritaires est absolument centrale. Ce sont des habitants comme les autres. Valérie connaît bien aussi ces territoires. Elle est connue et reconnue sur ces territoires. Elle y était engagée. Est-ce que ça veut dire que soutenir ces associations, c'est le dernier rempart, finalement, dans ces quartiers où, par moment, on a le sentiment qu'on est presque hors de la réalité pour des habitants? Je pense que sans la politique de la ville, la situation serait beaucoup plus dramatique. Alors, on n'est pas tout seul au département. Il y a la région qui accompagne la politique de la ville. Il y a l'État. Le département du Gard vient juste après les services de l'État. Et puis, il y a les communes et les agglos qui s'impliquent dans ces contrats de ville parce qu'ils ont compris, pour certains, l'importance d'accompagner ces habitants qui sont des habitants, je le redis, comme les autres, l'importance de les accompagner pour que notre nation soit une véritable nation et que l'égalité des chances d'un gamin qui habite sur un quartier prioritaire soit la même que celui qui habite en centre-ville. Alors souvent on parle de communautarisme dans ces quartiers, mais il y a aussi le communautarisme des quartiers riches où les enfants vivent entre eux. Et la politique de la ville, que ce soit au département ou à la région, c'est comme un point d'acupuncture. Ça ne devrait rien enlever aux droits communs, aux services publics sur ces territoires, aux entreprises, au commerce. C'est pour ça qu'on se bat en fait. Richard Tiberino, qui suit l'émission, il vient de vous laisser un message, Amel Couvreur. Il dit « Le travail des associations est primordial. Tu as raison, Amel. » Eh bien, que Richard le dise... on va rappeler qu'il est élu à la ville et à l'agglomération de Nîmes. Et puis la politique de la ville, ça n'est pas que l'aide aux structures associatives des quartiers, c'est aussi l'accompagnement des centres sociaux. On met plus d'1 million d'euros, alors j'aime pas trop les chiffres, donc les centres sociaux, c'est fait pour dynamiser un territoire. C'est aussi l'accompagnement de la prévention spécialisée. Ici, Richard Tiberino nous écoute. Peut-être que la ville de Nîmes pourrait abonder, même si c'est une compétence obligatoire du département.
on y met plus de 600 000 euros pour la seule ville de Nîmes, voilà. Et puis c'est aussi... Il aurait mieux fait de pas mettre de message. Non, mais je le dis gentiment, il sait ce que je pense. C'est aussi ce qu'on vient de mettre en place, et j'espère que vous nous accompagnerez quand on fera le bilan de cette action, de ces médiateurs qui font le lien entre les habitants et les institutions, notamment sur les parvis des collèges et des lycées, et qui ont démarré, et ça fonctionne très bien. On a un compte rendu tous les soirs. Alors, on ne peut pas rentrer dans les collèges et dans les lycées, mais les médiateurs sont présents, ils mettent du lien, ils donnent du sens aux choses, ils apaisent. C'est ça, la politique de la ville. On avance un petit peu. Moi, je voudrais parler aussi du cœur de votre mandat, puisque vous organisez régulièrement des permanences sur votre canton. Moi, j'aimerais savoir, Amel Couvreur, qu'est-ce que vous disent les habitants de Nîmes sur votre canton? Alors, si vous voulez tout savoir, j'ai fait le calcul. On a effectué plus de 150 permanences. C'était une promesse de campagne de 2015 et reçu plus de 1500 personnes. Tout territoire confondu. Dans quel état d'esprit sont les habitants nîmois? Alors, pour le canton de Nîmes 2, où je suis élue, la demande essentielle des habitants, est 9 demandes sur 10 concernent le logement. On a une grosse problématique de logement qui est nationale, mais localement, on a une grosse difficulté au niveau du logement. Des gens qui habitent des logements qui ne sont absolument pas adaptés à leur situation. Je pense que les bailleurs sociaux font du mieux qu'ils peuvent, mais la réalité, c'est que 70% de la population peut prétendre à un logement social. Et qu'on a 9 demandes sur 10 qui concernent le logement et qu'on n'a pas de réponse à apporter aux administrés. C'est ce qu'on fait sur les deux collectivités que je représente, que ce soit le département ou la région, qui toutes les deux, convergence de la gauche, puisque ces deux collectivités sont dirigées par 2 femmes de gauche. C'est ce qu'on fait quand on aide les bailleurs sociaux, quand au département ou à la région, quand on aide les communes à la région au travers d'aide à la création de logements, par exemple. Et les habitants, on travaille en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux, mais ça suffit pas. 70% de la population française devrait pouvoir prétendre un logement social, et force est de constater qu'il y en a 10% qui y vont. Mais quand on investit dans le logement, c'est comme l'éducation. Quand on investit dans le logement, on investit pour l'avenir. Une famille bien logée, dans un logement adapté à la composition familiale, aux revenus, c'est une famille dont les enfants iront à l'école dans de bonnes conditions et qui va pouvoir s'en sortir. Vous êtes aussi conseillère régionale. On le sait moins, mais vous êtes présidente d'une commission qui est très importante, c'est celle des solidarités, de l'inclusion et de l'égalité. Là aussi, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les actions publiques que vous menez dans le cadre de cette présidence? C'est pas tellement la présidence de la commission. On m'a fait confiance, Carole Delga m'a fait confiance et m'a confié cette commission Solidarité, Égalité et Inclusion. C'est une commission qui s'est réunie 15 fois, si mes souvenirs sont bons. J'en ai présidé 14, puisque à la 15e, j'étais en représentation de la présidente. Et c'est une commission qui traite toutes les demandes en lien avec la solidarité, l'inclusion et l'égalité. Il y est question bien évidemment de demandes de subventions, des structures associatives, mais pas que, pour des questions qui concernent l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations, l'inclusion. Me vient en tête en vous regardant, quand on dit la rentrée la moins chère de France dans la région Occitanie, l'adaptation, ça va intéresser Valérie, l'adaptation de l'ordi qui est distribué à tous les étudiants des lycées, où on a mis en place cette année des logiciels spécifiques pour les enfants atteints de dyspraxie, dyscalculie. Voilà ce qu'on fait dans cette commission, et on présente des rapports détaillés
concernant la solidarité. J'ai une dernière question à vous poser. On va juste apporter une précision si vous voulez bien, parce qu'il y a un internaute qui demande c'est où le canton Nîmes 2. Donc on va rappeler que c'est le chemin bas d'Avignon, Mas-de-Meung. Pas que, route Pas du que, bien évidemment, route du Zès. Grézan, une partie de Gambetta-Richelieu, ce sont les territoires est de la ville de Nîmes. Je vais donner la parole dans quelques instants à mes sociétaires et puis également à notre invité Valérie Rouveran, mais j'ai une toute dernière question, elle est importante. Nîmes, à la fin de l'été dernier, a été le théâtre de drames successifs dans ces quartiers. Volontairement, Amal Couvreur, vous avez décidé de ne pas prendre la parole à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que ça fait quelques années maintenant que nous vivons des situations dramatiques dans notre pays. Dans notre département, dans notre région. Je pense que quand il y a des drames comme cela, il nous faut, nous élus, puisque nous représentons les habitants en fait qui nous ont élus, il nous faut faire preuve de sagesse, laisser le temps au deuil et puis aller au travail en fait. Aller au travail et essayer à notre niveau de trouver des solutions, des petites solutions. Et quand je vous évoquais les médiateurs, c'est au lendemain du dernier drame absolument terrible, parce que quand on perd un enfant de 10 ans, dans les conditions qu'on connaît tous, eh bien, plutôt que de gesticuler, plutôt que de communiquer, j'ai envie de dire, eh bien, on va au terrain, on va plutôt voir les familles. Plutôt que la parole facile aussi. Parce oui, que cette parole... Je pense qu'on a une responsabilité, nous les élus, pas que les élus, les journalistes aussi ont une responsabilité dans la parole qui est donnée à voir, mais je pense qu'on a une responsabilité de sagesse et d'apaisement et de respect du deuil. Oui, c'est un drame, oui. La drogue gangrène un certain nombre de quartiers, on le sait, ça rapporte de l'argent, les moyens ont été mis et tant mieux pour la sécurité. Il ne faut pas que la sécurité soit tabou, il faut qu'on en parle, il faut qu'on puisse en parler. Bien sûr qu'il faut plus de policiers, bien sûr qu'il faut plus de gendarmes, mais bien sûr qu'il faut plus d'éducateurs, de médiateurs, d'adultes formés pour accompagner les populations. Valérie Rouveran, votre question à Amal Couvreur. Alors moi, je suis très intéressée par tout ce que vient de dire Amal Couvreur et j'aimerais commenter tout ça et même dire encore beaucoup de choses autour de la politique de la ville, et on sait combien la politique de la ville est importante. Moi, j'ai envie de dire juste... que moi j'ai communiqué et que j'étais très en colère. Par contre, c'était mon caractère. Sans doute, on réagit de façon différente sur la mort de ce petit garçon. Parce que pour m'être occupée de la politique de la ville et de la rénovation urbaine, je trouve que nos décideurs ne vont pas assez vite. Et que si cet enfant est mort, c'est parce que beaucoup de choses se sont accumulées, que la rénovation urbaine ne va pas assez vite, que la galerie Wagner aurait dû être détruite, et que les dealers se sont bien installés, et qu'aujourd'hui nous sommes en grande difficulté, et qu'il y a beaucoup de choses à faire, et qu'il faut rassembler nos forces. Alors ma question, elle est d'un autre ordre, bien que j'ai pas envie de la changer, mais je vais aller sur un... Le temps est compté. Oui, le temps est compté. Accélérons. Le temps est compté. Ne me demande pas j'ai non, mais parce que je répondrai pas. Elle pose la question qu'elle veut. Ah oui, oui. En fait, on s'est souvent retrouvés côte à côte en portant un peu les mêmes valeurs humaines et engagées. Moi, où je suis un peu surprise, et je voudrais savoir ce que pense Amal Couvreur. On en a quelquefois débattu sur sa couleur politique, puisque je suis aussi une politique engagée dans un parti politique, et je sais que dans notre parti, nous sommes un parti de grand centre où on a la droite modérée, la gauche modérée, et je sens en Amal Couvreur une gauche modérée. Et du coup, je voudrais savoir ce qu'elle pense de cette gauche, en tout cas qui est impliquée sur notre territoire, avec une alliance avec des gens qui sont la France insoumise,
Insoumise et qui, pour moi, font partie aussi de l'extrême gauche. Et donc, je voudrais savoir comment elle se situe face à ce courant politique. Amal Couvreur. C'est une question compliquée pour quelqu'un comme moi qui n'est pas de culture et d'encartement politique. Ce que je sais, c'est que je suis une femme de gauche, ça c'est clair. Quant à la question de Valérie, en fait, tu veux savoir ce que je pense de la France insoumise. Je suis, moi, par rapport à la France insoumise, j'ai un énorme problème. C'est le problème de la laïcité à laquelle je tiens beaucoup. Et je tiens beaucoup à la laïcité pour des raisons purement personnelles. Je pense que la laïcité dans notre pays est la garantie de la liberté et de l'autonomie. Et les positions de la France insoumise sur la question de la laïcité me posent problème, premièrement. Deuxièmement, je crains que certaines positions et certaines postures, je pense aux dernières législatives, où il aurait fallu que les forces de gauche, les forces républicaines soient assemblées et qui ont conduit à l'élection dans notre département de 4 députés Rassemblement national. Et la position de la France insoumise à ce moment-là ne m'a pas réjoui. Et puis, je pense que le politique, la politique ou le politique, homme ou femme, doit être un élu de terrain, autant je pense qu'il est indispensable que, quelle que soit la parole politique qu'on porte, elle doit apaiser, rassembler, parce que, qu'ils le veuillent ou pas, ceux qui veulent diviser la France n'y arriveront pas, parce que dans notre pays, il y a plus de gens, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il y a plus de gens qui ont une volonté qu'on fasse nation, quelle que soit notre origine, quel que soit notre milieu, que de gens qui veulent nous diviser. Ça va conduire à quoi, en fait? Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai des principes et des valeurs que tu connais. Allez, Catherine. Et que la France insoumise. Catherine, votre question à Amal Couvreur. Alors, ma question à Amal Une question Couvreur, plus courte, une réponse plus courte. Une question plus courte, réponse plus courte. Donc, Non, parce que moi, mamie, j'ai un compteur là, face à moi, donc voilà, je le vois tourner. Allez-y, Catherine. Donc, dans le cadre de la politique de la ville, de l'enseignement, de notre volonté à tous de voir nos élèves dans de bonnes conditions de travail, le département du Gard compte 53 ou 54 collèges, 53 collèges, et il n'y a aucun de ces collèges publics qui n'offre la possibilité d'un internat. Or, j'étais récemment avec la présidente du conseil départemental de l'Aude et madame la rectrice, et la présidente du conseil départemental de l'Aude a présenté des internats de proximité pour les collégiens où ne sont pas uniquement pris en compte l'éloignement géographique du lieu d'habitation de l'enfant et le collège, pour permettre à des élèves qui ont un foyer familial où la sérénité ne règne pas, des mamans en difficulté, qui ont des horaires qui rentrent tard du boulot le soir, pour permettre de bonnes conditions de travail. Pourquoi le département du Gard n'offre pas quelques collèges avec des places d'internat? Amal Couvreur. Alors, honnêtement, je ne suis pas spécialiste de la question de l'éducation. Mais c'est pas la bonne vice-présidente qui est là. Non, je vous dis, il vous faut impérativement inviter Nathalie Nury. Mais je pense qu'elle nous regarde, parce que c'est aussi une femme peut-être engagée. Répondre, hein, voilà. On va engager Nathalie Nury à bien vouloir répondre bien évidemment à Catherine. Que la question des internats, de manière généraliste, je me permets de vous répondre de manière courte. La question des internats est une question très pertinente, et il va falloir effectivement qu'on se la pose.
Mais vous travaillerez en bonne intelligence. Et d'ailleurs, Gabriel Attal, dans avec son discours de Nathalie politique générale à l'Assemblée nationale, en a parlé et après a même proposé une aide financière aux familles qui le souhaiteraient. Oui, puis il faut qu'il est bien ce Gabriel Attal. Oui, puis il est parfait. Il est bien. Encore faut-il qu'il donne les moyens. Encore faut-il qu'il donne les moyens aux collectivités concernées, parce que c'est bien de faire des annonces, mais... On salue Laurent Burgoa, le sénateur, qui vient de nous rejoindre. Allez-y Nicolas, votre question à Malcouvreur. Oui, moi je vais poser un sujet qu'on n'aborde pas souvent sous cet angle. On raisonne souvent à périmètre constant pour les quartiers populaires. Et sur la base d'ensembles urbains qui ont été construits après la Seconde Guerre mondiale, est-ce que le courage politique ne dicterait pas de défaire de manière plus offensive certains grands ensembles, de les démanteler et de les répartir de manière plus vigoureuse à l'échelle d'un territoire que ce qu'on fait aujourd'hui? Bien sûr, on sait que les plans en rue existent, qu'il y a un certain nombre d'investissements qui sont engagés, mais est-ce que le courage politique aujourd'hui, ce ne serait pas de dire stop sur certaines logiques urbaines? Amal Couvreur. Je ne sais pas si c'est du courage politique, hein, vous le savez, l'ANRU, c'est une opération qui prend des années et des années. Je pense que c'est la question du logement qui est centrale. Bon, il ne vous aura pas échappé que pour l'instant, nous n'avons pas de ministre du logement et que c'est aussi une question centrale et essentielle. Ces grands ensembles, en fait, ont été construits à un moment où on a pensé que c'était bien. Aujourd'hui, si vraiment l'ANRU doit aboutir, ça ne peut pas se faire sans la concertation des habitants. Il faut qu'on arrête de penser l'urbain sans penser à l'humain. Et la parole des habitants doit être entendue, concertée, ce qui n'est toujours pas le cas. Nathalie Nury a répondu, Catherine. Elle vient de vous laisser un message. Nous y réfléchissons avec la direction académique, mais il faut aussi des lieux à côté des collèges. Vous avez la réponse? Vous donnerez le numéro de Nathalie Nury pour aller plus loin. Si Merci. Vous voulez bien. Merci à Malcouvreur d'avoir répondu à toutes nos questions. On enchaîne tout de suite avec notre deuxième invité, Valérie Rouveran. Même principe, j'ai quelques questions à vous poser, puis ensuite, à Malcouvreur a une question pour vous et nos sociétaires également. On a quand même beaucoup parlé de Gabriel Attal. Est-ce qu'il incarne l'avenir de Renaissance? Écoutez, il fait partie des personnes qui incarnent ça, c'est sûr, et qui donnent espoir. Il fait quand même assez l'unanimité. Sa tâche est grande et lourde. On verra l'avenir. Mais en tout cas, si aux européennes vous prenez une tarte, parce que c'est ce qui s'annonce quand même pour Renaissance, puisque le Rassemblement national risque d'être à 10 ou 15 points devant vous, est-ce qu'il peut rester en place, Gabriel Attal? C'est deux questions complètement différentes. Là, vous avez un Premier ministre et vous avez une campagne pour les européennes. Non, parce que Jordan Bardella hier sur RTL j'annoncerai et je demanderai la dissolution de l'Assemblée nationale. Il s'est juste un petit peu trompé d'élection. Et là, il mise sur une ambition qui n'est pas la bonne. Et puis, Abdel, j'aime bien votre expression, prendre une tarte. Je crois pas qu'on va prendre une tarte. Par contre, si vous arrivez deuxième avec Djibril derrière pour la majorité présidentielle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais on va faire campagne, on aura une tête de liste. Et juste pour revenir à votre première question, sur Gabriel Attal incarne en tout cas l'avenir. Qui aurait cru qu'un Premier ministre à son âge, un jeune de 35 ans, arrive et devienne Premier ministre en si peu de temps? En tout cas, il a réussi quelque chose dès son arrivée, c'est qu'il a réglé assez rapidement le conflit avec les agriculteurs. Alors, c'est probablement un règlement temporaire, mais la réalité, c'est que c'est une première victoire pour Gabriel Attal, puisqu'il est arrivé à convaincre les agriculteurs de rentrer dans leur exploitation. Oui, il a fait quelque chose d'essentiel, c'est qu'il a écouté. Il a dialogué et ensuite il a décidé. Et on sait combien la tâche est difficile. Moi, je veux juste revenir sur quelque chose qui a été dit plusieurs fois. C'est que aussi, il y a le gouvernement qui incarne et qui porte et qui doit régler toutes les difficultés. Mais il y a aussi les décideurs. Et donc, on sait bien que sur notre territoire, les décideurs doivent prendre aussi en part toute la question, par exemple, sur l'agriculture. Moi, je le dis, je suis très impliquée sur l'alimentation et on sait combien on a changé nos restaurants scolaires sur la ville de Nîmes.
J'ai vu beaucoup d'élus qui étaient sur le rond-point, et qui soutenaient nos agriculteurs. Je crois qu'aujourd'hui, les décideurs doivent aussi avoir un projet alimentaire de territoire. Ça veut dire que sur toutes nos cantines scolaires, on puisse travailler avec nos agriculteurs. Et de deux, il y a un engagement aussi citoyen. Quand vous ouvrez votre frigo et que vous avez des tomates qui ne sont pas de saison, qui viennent d'Espagne ou du Maroc, quel est l'engagement de nos citoyens? Il faut avoir les moyens, il faut avoir le pouvoir d'achat en face, Valérie. Alors, vous savez, moi j'ai changé chose, les cantines scolaires, 8500 repas par jour. Et on n'a pas changé, on n'a pas augmenté le prix. Il suffit juste, si vous allez au marché des agriculteurs le jeudi, je ne crois pas que vous payez plus cher que si vous allez au supermarché. C'est une question aussi de conscience. Alors je crois qu'il y a le gouvernement, il y a aussi les décideurs et il y a aussi les citoyens. Le logement, c'est pareil. Vous avez parlé de l'ANRU. Je crois que l'ANRU, c'est quand même un budget qui a été multiplié par 3 par le gouvernement. Et je crois qu'il y a le peuplement. Il faut aussi accompagner la population pour qu'elle puisse aussi se loger en ruralité. Comment les maires accueillent cette population aussi, qui a besoin aussi d'avoir toutes les chances de vivre en dehors de grandes tours. J'étais avec Jérôme Talon aujourd'hui dans le cadre d'une interview. C'est votre collègue du côté de Bagnols-sur-Cèze qui était le référent chez Renaissance. Il me disait quelque chose vous concernant. Il me disait que c'était beaucoup plus difficile probablement pour vous aujourd'hui par rapport à lui il y a quelques années d'incarner Emmanuel Macron dans le département du Gard. Est-ce que vous confirmez sa vision ? Alors, je crois qu'il y a eu une vague en 2017 qui a emporté ce courant politique on avait envie, et je crois qu'on a encore cet héritage de pouvoir ne plus être dans un parti politique et d'être plus dans le clivage du parti politique. Et je crois que les Français avaient envie de ça. Maintenant, quand vous êtes au pouvoir, c'est plus compliqué. Vous êtes plus critiqué. La société a énormément évolué. Les gens sont révoltés. Il y a énormément de difficultés. Et donc, c'est plus difficile. Du coup, le gouvernement est plus critiqué. Me concernant, vous savez, je suis une femme Nîmes, par exemple, quand vous faites interpeller, que vous dites vous appartenez à la majorité présidentielle, les gens ne sont pas désagréables avec vous? Pas du tout. Parce que vous savez, quand vous incarnez, vous avez toujours une réponse. Vous avez toujours de l'argumentation. Et moi, j'aime le débat. Et donc, on peut ne pas être d'accord, ça je l'entends. On peut discuter, mais quand vous discutez et que vous incarnez, vous n'êtes jamais en difficulté. Une dernière question pour moi, et après je vais donner la parole à ceux qui sont autour de la table. Les premiers échanges pour les municipales à Nîmes en 2026 ont démarré. Alors moi j'ai plusieurs scénarios en tête, mais il y en a un qui revient un peu avec insistance, et j'aimerais bien que les yeux dans les yeux, vous puissiez me dire avec assurance, Valérie Rouveran, est-ce qu'il y aura bien une liste Renaissance à Nîmes en 2026 ? Est-ce que vous serez bien la tête de liste de cette liste ? Alors déjà, je vais vous me poser 2 questions. Donc la première question que et les yeux dans les yeux, je vais vous parler d'adhérents de partis politiques. Et donc, vous imaginez bien que pour une ville de plus de 150 000 habitants, il y aura une liste de la majorité présidentielle. D'accord. Dès le premier tour, vous n'allez pas vous associer avec les Républicains. Vous êtes sûr ? Je crois sincèrement, je veux juste être cohérente face aux auditeurs et par rapport à ce que vous venez de me poser comme question. Pour qu'il y ait une alliance, il faut déjà se retrouver sur les mêmes valeurs. Il faut déjà avoir les mêmes convictions. Juste, vous me parlez des LR, il y a eu des vœux, il y a des convictions qui sont les leurs, ou qui sont, et je suis élue à la ville et à l'agglo, je ne cesse d'avoir des attaques contre le gouvernement. Donc comment voulez-vous qu'il y ait une alliance, puisque nous ne sommes pas d'accord sur ce gouvernement, puisque ils sont plutôt, c'est Ciotti, et on le voit bien, ils se rapprochent de plus en plus du Rassemblement national. Donc du coup, il y a un courant de droite, pas tous, on le sait bien, chez les LR, certains iront plus vers le Rassemblement national, et la droite modérée, peut-être, viendra de notre côté. Mais par contre, je vous l'affirme, il y aura une liste au municipal. Et vous serez cette tête de liste. Alors, aujourd'hui, et vous me posez la question à chaque fois que je viens sur ce plateau,
Et donc, du Ça coup, vous je intéresse, sais que vous aimeriez avoir. Je crois pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on est à 2 ans et demi de l'élection, que c'est le projet qui compte. C'est l'équipe qui compte. Et ensuite... Vous allez accepter que ça soit quelqu'un d'autre à votre place, Valérie Je vous Rouveran répondrai en temps et en heure. Je veux juste vous dire en que septembre là, peut-être en septembre, on verra bien. Là, il y a une élection qui arrive, c'est celle des européennes. Et je peux vous garantir qu'avec toute l'équipe de Renaissance et nos militants, nous allons la faire sur le terrain et nous allons avoir de l'ambition pour nos européennes. Amal Couvreur, votre question à Valérie Rouveran. Valérie, je connais les valeurs que tu défends. J'aimerais savoir comment tu as réagi avec cette loi immigration qui, pour moi, a été l'un des moments pires de ma vie politique parce que je suis fatiguée que l'étranger soit toujours considéré comme le délinquant, le fraudeur, que nous avons un certain nombre, et j'en suis la preuve vivante, d'étrangers, puisque nés à l'étranger, qui ont acquis la nationalité française, qui sont des citoyens engagés, des professeurs, des enseignants, des journalistes, des médecins, un tas de gens qui ne font jamais parler d'eux. Et cette loi est venue semer le doute à nouveau. Cette loi est venue rappeler un certain nombre de choses que je n'osais imaginer il y a quelques années en France. Cette loi est venue créer de la discorde entre deux mêmes familles qui habitent le même palier, qui ont les mêmes revenus et qui n'auraient pas eu les mêmes droits. Cette loi de la préférence nationale, j'aimerais savoir, avant que le Conseil constitutionnel la retoque, et j'en suis ravie, j'aimerais savoir, mais vraiment, comment tu l'as vécu. Valérie Rouveran. Alors, je vais te répondre de façon très claire. Je suis une femme de dialogue. Et donc, déjà, j'ai été en colère qu'on n'ait pas pu débattre. La preuve, on aurait besoin d'en débattre. Déjà, à l'Assemblée nationale, elle a été tout de suite mise de côté, aucune discussion possible, parce qu'il y avait une volonté de positionnement politique, purement politique, sans travailler et sans débattre sur le fond. Ça m'a profondément dérangée. Après, je crois que moi, je me situe pas du tout dans cette réflexion et j'entends par respect, avec respect, ce qui t'a touché. Pour moi, en tout cas, ce qui était important, c'est qu'on puisse avoir une loi sur l'immigration. Je crois que plus de 60%, si ce n'est plus, de Français veulent, et d'ailleurs on nous reproche, dès qu'il y a un acte terroriste ou qu'on n'arrive pas à expulser des gens qui ne doivent pas être sur notre territoire. Par contre, elle est équilibrée malgré tout. On doit expulser des gens qui sont des délinquants et qui troublent et qui amènent le trouble de la République. Et ça, je suis sûre que tu es d'accord avec ça. Par contre, des gens qui sont intégrés, qui travaillent et qui ne posent aucun problème, on devait légaliser leur droit de sol. Et pour moi, elle est équilibrée. Alors, ce qui me touche, c'est qu'on n'ait pas pu en débattre. Et la preuve, on devrait en débattre encore aujourd'hui. Mais je crois que elle est quand même équilibrée et qu'il faut que l'on puisse apporter des solutions sur l'immigration. Et puis juste, pour finir, ne nous trompons pas de débat. Entre des gens qui vivent sur l'intégration et sur l'immigration, nous devons régler des problèmes d'immigration. Par contre, sur l'intégration, c'est autre chose. Tu m'as pas tout à fait répondu, parce qu'en fait, ce que j'essayais d'évoquer avec toi, c'était aussi l'aspect richesse de l'immigration. Je regrette profondément que l'immigration ne soit vécue comme une source de problèmes. L'immigration est également une source de richesse, et je pense que cette loi a été vraiment le moment où la France s'est divisée. Bien évidemment qu'il faut expulser les gens qui commettent des actes
délictueux. Bien évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, porter un discours où on rappelle que l'immigration est aussi source de richesse, que qu'on le veuille ou pas, mes petits-enfants vont se mélanger avec tes petits-enfants. Mais oui. Je pense que c'est extrêmement important et qu'il est indispensable d'apaiser plutôt que de sans cesse diviser. Amal, et cette loi, juste Amal. la préférence nationale, Mais pour moi, elle est. l'universalisme des prestations familiales. Je ne l'ai pas évoquée parce que pour moi, c'est naturel. Qui ici n'est pas d'une autre origine? Je suis d'origine espagnole. Mais donc, Et donc, du coup, pour moi, l'immigration, bien évidemment, c'est une richesse. C'est une histoire de courage politique. Alors, Courage politique je ne et pense de ne pas- pas diviser la France. Je ne pense pas que que Gérald Darmanin, qui l'a expliqué, convaincu, n'ait pas transmis toutes ces valeurs. Je n'ai pas entendu de ce gouvernement en plus, cette que loi, que l'immigration en plus, n'était cette pas une loi, richesse. Elle divisait pas les Français et les étrangers, elle divisait les Français entre eux. C'est-à-dire que crois pas. deux familles qui habitaient sur le même palier avec les mêmes revenus, les parents de la famille A sont français, les parents de la famille B sont étrangers, ils n'avaient pas le même droit au même montant d'APL, le même droit aux prestations familiales, les mêmes droits. Amal, tu t'occupes, ça divise la France, en Amal, fait. tu t'occupes des quartiers prioritaires et tu sais combien c'est difficile pour toutes ces personnes qui sont français d'être intégrés, de trouver un logement, d'être en grande difficulté. Tu sais bien qu'il faut. Alors je veux finir. La grande majorité est intégrée. Je pense que. Attends, je veux juste finir. Il y a des problèmes, bien sûr, mais ça n'est pas l'immigration au sens général qui pose problème. On ne peut, et à il un est moment temps de donné, le dire, en fait. À un moment donné, on doit aussi limiter notre immigration parce qu'on ne peut pas. On doit intégrer ceux qui sont chez nous, intégrer toutes ces générations qui ont du mal, intégrer les gens qui travaillent depuis des années. Mais ça, c'est et un qui discours, du coup, on en parlera, mais c'est du discours. On doit intégrer les gens qui travaillent. Sont chez nous. Mais les gens qui sont en France, pour 95% d'entre eux, sont intégrés. Ils n'ont pas besoin d'intégration. Là, on parle pas des mêmes choses. La loi immigration n'a rien à voir avec des gens qui sont justement dans nos quartiers et qui sont intégrés, qu'on doit apporter. Pour m'occuper des écoles, quand quelquefois il y avait des gens qui arrivaient sur Nîmes et qui n'avaient pas les mêmes droits, c'était une grande difficulté. Parce que c'était souvent les gens des quartiers qui les accueillaient et qui les logeaient à un moment donné. Il faut qu'on puisse régler cette histoire d'immigration. On ne peut pas ne pas traiter ce sujet. Et je crois pas. J'ai pas dit qu'il fallait pas le traiter. Je voulais savoir comment tu avais vécu de l'intérieur. Mais une façon différente. Et j'aurais aimé entendre. Oui, l'immigration est une richesse. Oui, il y a des sujets qui ne sont pas tabous. Je ne le mets pas. Voilà. Je ne le mets pas du tout. Ça ne m'effleure même pas. Bien évidemment. C'est une question de régler l'immigration. Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Allez Nicolas, c'est à vous votre question à Valérie Roveran. Ouais, un commentaire quand même sur cette loi immigration qui est le fruit d'un cynisme politique effrayant. Quand même le dire, dont vous n'êtes pas responsable, mais dont vous êtes les victimes sur le terrain, puisque on a un exécutif qui a laissé courir une droite républicaine qui est en train de se radicaliser et qui s'est ridiculisée en proposant des choses qui sont anticonstitutionnelles, qui n'étaient pas dans le texte initial sur lequel il y a beaucoup à redire, parce que je rejoins tous les propos qui ont été tenus par notamment sur l'aide médicale d'État. Notamment sur l'aide médicale d'État. Ma question. Votre question. Ma si question, vous voulez bien, Nicolas, très bien. à Valérie Roveran. Je vais essayer de mettre un peu de légèreté dans cette fin d'interview. Madame Roveran, est-ce qu'il faut supprimer le gouvernement ? Je le défends. Alors je vais préciser ma question. J'ai l'impression qu'il faut le supprimer puisqu'on met 3 semaines à nommer des ministres délégués et des secrétaires d'État. Ça veut dire que potentiellement on n'a pas besoin d'eux puisqu'on met aussi longtemps à les nommer et qu'en attendant l'État a l'air de fonctionner.
Alors Nicolas, il vous a pas... Ça fait des économies en plus, probablement. Nicolas, il vous a pas échappé que d'abord le gouvernement est au travail. Hein. Il vous a pas échappé qu'il y a eu une actualité un peu difficile avec nos agriculteurs. Aujourd'hui, je pense peut-être ce soir ou demain, nous aurons le reste du gouvernement. Mais non, je crois que le gouvernement est bien au travail et que nous allons avoir des ministres ou des changements de ministres. Catherine, pour terminer, votre question à Valérie Rouveran. Alors Valérie Rouveran, je voudrais savoir quand est-ce que nous allons nous engager dans la campagne des élections européennes. Oui, parce qu'on ne connaît toujours pas la tête de liste, d'ailleurs. Alors en fait, on devait avoir un bureau départemental et on devait donner un peu des nouvelles. Je crois qu'on attend notre tête de liste et ça, je n'ai pas la réponse puisque je ne suis pas dans le gouvernement. Mais nous sommes prêts. Nous sommes d'abord le parti le plus pro-européen. Nous sommes prêts. Les tracts sont prêts. Nos militants n'attendent que ça. Et donc du coup, dès que nous aurons la tête de liste... Est-ce qu'il y a une tête sur les tracts ? Non, non. On ne connaît toujours pas le nom, en effet. Un petit mot de Richard Tiberino qui réagit, je pense que sur la discussion, le débat que vous avez eu toutes les deux il y a quelques instants. Il dit « Et les immigrés dans les squats ou des tentes, est-ce que c'est humain ?» Je comprends pas très bien la question de Richard. Et la pluie mouille. Je ne comprends pas sa question. Bien évidemment que c'est pas humain. Bien évidemment que à nos postes respectifs, on fait du mieux qu'on peut. Il connaît bien la question des mineurs non accompagnés, à laquelle le préfet et la présidente du département ont répondu de manière particulièrement humaine. Voilà, là, il est temps que Richard Tiberino prenne aussi conscience du monde et de ce qui se passe dans le monde. Et pour redonner de la légèreté, mais du sérieux quand même à tout ça, les élections européennes approchent. Je pense qu'il est indispensable, parce que l'Europe, c'est quand même une sacrée avancée. Il est indispensable qu'on aille tous voter pour ces européennes, qu'on sache bien ce qu'on met dans l'urne, parce que le monde actuel est particulièrement compliqué. Je rappelle que nous sommes en guerre. L'Ukraine, c'est pas fini. Je pense qu'il y a des situations dramatiques à travers le monde. La bataille de l'écologie nous guette et qu'il faut que Richard ait une vision européenne, sinon mondiale. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette émission. Avant de se...